Bienvenue donc sur cette édition du 20 mars. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec Valère Bessala qui a donc frappé fort le RDPC, a mis en nu donc Elecam. Dans ce studio, nous l'accueillons pour mieux d'expliquer. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémique. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Nous sommes déjà dans cette édition spéciale depuis notre centre de production. Alors nous accueillons donc Valère Bessala qui a donc tout mis en nu donc Elecam et il a donc mis en garde à Tanganji. Bienvenue donc sur cette édition. Depuis ce matin, nous sommes donc en direct ce 20 mars. Alors qu'il s'apprête donc pour la démission de monsieur Biya, c'est ouvertement dans ce plateau de coller un autre commentaire sur la situation des poubelles dans la ville de Yaoundé. Valère, on vous passe la parole. Là, on descend le propos sur le premier que j'ai eu à faire sur les poubelles, pour parler donc au concret. Pour dire qu'en fait, le Cameroun n'a pas un problème de poubelles. Ah bon? Il n'a pas un problème de poubelles. Le Cameroun a juste un problème de gestion de la propreté. La gestion de la propreté. Je crois que c'est ça que vous voulez, parce que vous posez la question, c'est la gestion de la propreté. Nous avons un problème de nuisance olfactive, c'est-à-dire des mauvaises odeurs, des exhalaisons des poubelles qui ennuient ou dérangent le petit citoyen. Nous avons des problèmes d'embarras sur la voie publique. C'est que vous avez dit, les voitures n'arrivent pas à passer, et ainsi de suite. Mais le problème de fond, c'est la gestion de la propreté. Comment nous gérons la propreté? Nous sommes dans une situation de chantage. Monsieur ici. Les poubelles que vous voyez ne sont rien d'autre que le résultat du chantage. Qui fait du chantage? Que justement ceux qui sont en charge de la gestion des poubelles, de la gestion de la propreté dans les villes, sont en train de faire au gouvernement parce qu'ils veulent de l'argent. Ah bon? La question des poubelles se pose autant que la question des routes dans la ville de Yaoundé Douala, dont vous vous souvenez, qui a défrayé la chronique il y a 6 ou 7 mois. On a le Premier ministre a convoqué le ministre de la ville qui a été d'ailleurs réfractaire aux instructions du Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a été obligé de céder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire les maires et le ministre de la ville se sont entendus pour que le président débloque près de 50 milliards de francs CFA pour qu'on refasse les routes. Et ce que je sais que vous le savez, mais beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que cet argent est passé dans les poches de la belle famille, de ce ministère. Ah bon. C'est-à-dire que la société Razel a récupéré ce marché et elle n'a pas accompli le travail qui devait être fait de manière excellente dans les villes. Je vous prends le cas, descendez ici. Vous êtes ici à Efoulan. Ici à Efoulan-Lac, la petite montée là, juste après Efoulan-Lac, vous savez qu'on a retravaillé cette route. On l'a retravaillé après que le président ait demandé le déblocage de cet argent. Regardez ce que Razel a fait. Cette petite route là, la montée Efoulan-Lac là, juste Efoulan-Lac là, avant d'arriver à Carrefour, quoi là, vous appelez comment là? Carrefour Olympique. Carrefour Olympique. Dégradé. 6 mois après. C'est Razel qui a gagné ce marché. Reprenez la même route à partir du Carrefour Vogt, en descendant vers le titre foncier du MINDEF, le 3649, c'est-à-dire en contrebas. Le Razel a travaillé dessus. La route est déjà gondolinée. Parce que l'argent est passé dans la belle famille de ce ministère. Voilà ce qui se passe. Je peux vous citer des routes qui ont été refaites avec cet argent-là, qui n'ont pas été refaites dans les règles de l'art. Donc on est dans la même logique avec les poubelles. Pour les poubelles, monsieur Ouna a commencé par vous dire quelque chose, mais je comprends qu'il n'a pas voulu aller au fond de l'affaire. Isakam. Isakam a un problème d'abord, et d'ailleurs c'est le problème général de la gestion de la propriété, c'est la centralisation de l'enlèvement des ordures. C'est la centralisation. On a géré sur la centralisation sur une entreprise dont on ne sait même pas exactement quel est le niveau d'appréhension ou le niveau d'appropriation de l'État ou de même mise de l'État. Prenez par exemple celui qui était là avant. Vous savez qu'ils ont fait un jeu à Isakam. Ils ont fait un jeu à Isakam. Le monsieur qui était directeur général d'Isakam, il est passé PCA. Et celui qui était chargé de la gestion de l'argent est passé directeur général. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Non. C'est parce que justement, avec l'argent des ordures, ils ont créé une autre entreprise privée de BTP qui justement travaille dans le domaine partout dans le Cameroun et notamment dans la région du Grand Nord, notamment dans l'extrême Nord, qui travaille dans tous ceux qui sont censés gérer. Donc l'argent des ordures, vous avez suivi par exemple il y a 1 an et demi, les agents d'Isakam sont entrés en grève.
Il y en a même un qui est décédé dans cette affaire-là. Justement parce qu'il n'avait pas de salaire. Vous avez vu les véhicules des ACAM, je vous tiens au cas. 2015, pour ceux qui peuvent regarder dans les médias ou sur Internet, ils vont regarder 2015, le président avait ordonné un déblocage de 200 milliards pour l'achat du matériel d'enlèvement d'ordures. On vous avait fait l'exposition sur l'esplanade de la communauté urbaine, souvenez-vous, 2015. Ils ont encore eu un financement comme cela, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. Tous ces véhicules, vous avez vu encore celle de ces véhicules de ces jours-ci? Non. Il en est des ACAM, des véhicules des ACAM comme les véhicules de la compagnie Le Bus, comme la compagnie Stacy, c'est-à-dire le bus là. Ils ont changé de nom à chaque fois. Allez à Mbalade, vous allez voir tous ces cadavres de bus qui sont posés là. C'est la même chose avec les camions et les ACAM. Donc ils ont pris tout cet argent, ils ont mis dans les entreprises privées de BTP, ils gagnent dans les marchés à travers la position qu'ils ont dans un ministère et dans les différentes mairies. Voilà le véritable souci de l'enlèvement des ordures dans ce pays. Donc je dis et je maintiens que le Cameroun et nos grandes villes n'ont pas un problème d'enlèvement des ordures, ils ont un problème de gestion de la propreté par des gens qui y sont et qui justement ont investi leurs intérêts. Donc je sors en disant que l'une des méthodes, si vous voulez absolument, je sais que les grands agents, du moins les services d'intelligence le savent, ils font ces rapports tous les jours au président, mais je ne sais même pas si ça arrive, puisqu'ils sont gérés par les goulots d'étranglement qui sont autour du président, le président n'a pas l'information. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des ministres qui travaillent dans ce pays et qui gèrent les marchés publics ont une méthode simple. Ayant bloqué tous les voies de passage de l'argent, du moins les voies de distraction de l'argent de l'intérieur du pays à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des marchés à les entreprises étrangères. Rassurez-vous, regardez toujours sur les entreprises étrangères qui sont adjudicateurs des marchés. Qu'est-ce que les entreprises font? Je vous fais gagner un marché, mais 10 ou 20% que vous devez me donner, vous créez un compte à l'extérieur du pays. Vous les injectez là-bas et je vous donne un prénom à qui vous communiquez le numéro de compte et je vérifie que tout est là. C'est une grosse mafia. C'est une grosse mafia. Ce n'est donc plus le cas pour eux de vous donner les 10% ici au Cameroun parce que vous aurez des difficultés à faire sortir cet argent ou à le garder. Voilà les véritables problématiques aujourd'hui du blanchiment d'argent, des détournements, de la grande corruption dans ce pays. Donc quand vous parlez des ordures, c'est cela qu'il faut voir. Vous savez par exemple, je vous dis, les entreprises, pour terminer, les entreprises de BTP, l'entreprise de BTP qui gère justement dans ce domaine-là, est-ce que vous savez ce qu'elles font désormais? Non. Parfois, quand on donne le marché, le ministre leur donne le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui construisent une villa quelque part, ils lui achètent un terrain, ainsi de suite, et puis on rétrocède par un nom qu'on donne, et à l'extérieur, on ouvre un compte, ou on fait quoi? On fait ci ou ça. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, et vous n'y voyez que du vent. Voilà ce qui se passe dans l'enlèvement des ordures. Donc je dis que la solution aujourd'hui, c'est quoi? Décentraliser l'enlèvement des ordures. Suivez ça? Et décentraliser l'enlèvement des ordures veut dire donner des responsabilités fermes aux mairies d'arrondissement, aux communes d'arrondissement, pour que chacune enlève ses ordures. On peut juste créer des décharges communes. C'est-à-dire, par exemple, celle d'un Kolfoulou, on peut créer notre décharge côté sud, par exemple, pour les mairies, par exemple, de Yaoundé 5e, 4e, 3e et 6e, je ne sais pas moi, et 7e, vous voyez. Et les autres mairies, 1er, 2e, peuvent aller en Kolfoulou, vous voyez. Et là, on gère l'enlèvement des ordures et le dépotage de ces ordures-là. Et on entre donc dans une industrie de recréation de la poubelle. C'est-à-dire que le tri, le traitement, et puis on peut même ressortir des éléments comme le gaz, par exemple. Le gaz qui peut être réutilisé, par exemple, dans les hôpitaux, ainsi de suite, pour faire fonctionner beaucoup de choses. Et parfois, même ailleurs même, cela concourt à faire fonctionner des machines pour la production de l'électricité, ainsi de suite. Donc je crois que voilà la grande problématique de la poubelle aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème d'ordure, ni d'odeur de pollution olfactive du fait du dépôt. L'homme camerounais, tout homme politique renvoie d'abord à ses origines tribales. C'est-à-dire que quand on dit Paul Biya, on sait que non, c'est les Ikambeti. Quand on dit Kamto, on sait que c'est les Bamileke. Quand on dit Cabral Libi, on sait que c'est les Bassa. Quand on dit Belobouba Magari, on sait que ce sont les nordistes, les Peuls. De son vivant, quand on disait Fundi, allez, on voyait les anglophones. C'est comme ça au Cameroun. Or, vous ne pouvez pas baser la lutte pour le changement sur un homme politique camerounais. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et quand vous le faites, c'est-à-dire que quand vous vous installez dans une logique où le changement c'est avec Maurice Kamto ou rien ni personne, ça veut dire que vous excluez une bonne frange de compatriotes, de Camerounais qui ne se reconnaissent pas en Maurice Kamto. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous excluez tous ces gens-là. Cette frange de Camerounais, par exemple, quelqu'un comme moi, est-ce que je me reconnais en Maurice Kamto? Est-ce que je suis un soutien à Maurice Kamto? Je respecte Maurice Kamto en tant qu'homme politique, en tant que
quelqu'un qui lutte véritablement pour le changement au Cameroun. C'est-à-dire qu'un opposant politique, je le respecte en tant qu'opposant, leader de l'opposition même. Mais je ne suis pas un pro-Camto. Donc, parce que je ne suis pas un pro-Camto, alors je ne milite pas pour le changement au Cameroun. Et c'est justement ce que certains membres de cette résistance-là ont tendance à considérer, que qui n'est pas avec Camto est forcément avec Biya. Non. Non. Voilà pourquoi cette résistance-là a des problèmes. Voilà pourquoi, justement, il faut des états généraux de la résistance. C'est très important. C'est très important. Et je suis en train de remarquer que certains membres de la résistance en diaspora ont tendance à suivre les mots d'ordre de Camto. Camto dit oui, que le changement interviendra au Cameroun dans la paix et par les urnes. Tu vois certains militants de la base ou de je ne sais quelle organisation de la société civile en diaspora emboucher la même trompette. Oui, changement par la paix et dans les urnes. Mais en même temps, vous les voyez en train de mener les opérations coup de poing, je sais pas moi, dans les ambassades, lors des événements organisés par des Camerounais de la diaspora. Vous les voyez organiser des manifestations en diaspora, etc., etc. Pourtant, les militants du MRC le font déjà si bien, à savoir battre la campagne pour le changement dans la paix et par les urnes. Maurice Kamto a ses militants, les militants du MRC, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, qui le font déjà bien. Or, quand des militants, c'est-à-dire que des activistes se joignent aux militants du MRC, ça fait doublon. Ça fait doublon. Ça fait doublon. Oui, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ouais, mais Maurice Kamto appelle à s'inscrire sur les listes électorales. Tu vois des activistes de la diaspora, des militants pour le changement, demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Alors que nous tous, nous savons que ce régime ne tombera jamais à travers les urnes. Jamais. Comme c'est Maurice Kamto qui a parlé, comme c'est Maurice Kamto qui appelle les Camerounais à s'enrôler, à se faire enrôler sur les listes électorales, alors il faut également changer la même chanson, même si l'on n'est pas militant du MRC. Voilà ce qui fait problème en ce moment au sein de la résistance en diaspora. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux raisons. Rien d'autre que cette camtoisation-là n'explique le fait qu'en ce moment, la résistance en diaspora a du plomb dans l'aile. Rien d'autre ne l'explique. Et en plus, j'ai remarqué également qu'il y a des membres au sein de cette résistance qui ont posé des actes ou alors qui ont soutenu des causes, et une telle attitude de leur part a été de nature à jeter le discrédit sur la lutte pour le changement. Je prends par exemple le cas de cette cabale, cette campagne qui a été menée il y a quelques mois contre Samuel Eto'o. Honnêtement, moi je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique vraiment pas. Je ne dis pas qu'il est interdit de critiquer Samuel Eto'o, qu'il est interdit de remettre en cause sa gestion. Selon le côté où on se trouve, sa gestion est exemplaire ou elle ne l'est pas. Mais pendant le conflit Minsef-Fecafoot autour du Saltimbanque, l'entraîneur belge, là, le Saltimbanque, Marc Brice, j'ai vu certains membres de la résistance prendre fait et cause pour le gouvernement camerounais. Juste parce qu'ils avaient de la haine pour Samuel Eto'o. J'ai vu certains d'entre eux inviter le colonel Joël Émile Mbankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, le voyou, le tortionnaire, l'assassin, le criminel, là. C'est-à-dire qu'ils ont invité le colonel Mbankui à utiliser la force afin de contraindre la Fecafoot à se soumettre aux injonctions de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que des résistants camerounais qui sont contre le pouvoir des Biya. Ils sont contre le pouvoir des Biya. Ils disent qu'ils combattent le régime. Mais lors du conflit Minsef-Fecafoot, tout récemment là, ces mêmes combattants, ces mêmes résistants se sont retrouvés en train de soutenir ouvertement le gouvernement camerounais qui était en conflit avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, au sujet du recrutement d'un entraîneur pour l'équipe nationale Fagnon. J'en étais sidéré.
J'en étais sidéré. Pourtant, la logique eût voulu que les combattants, les résistants camerounais s'alignassent derrière Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais, qui était manifestement illégal. Par exemple, le recrutement, il ne revient pas au ministère des Sports de recruter un entraîneur. C'est du ressort de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes là pour nous battre. C'est-à-dire que notre combat, la lutte pour le changement que nous menons, consiste également à rappeler l'obligation de respecter les textes de la République. Or, on a vu certains... J'ai même suivi une dame là, une membre de la brigade anti-Sardina pour qui j'avais énormément de respect. C'est tout récemment que je suis tombé sur un de ses directs où elle parle de moi, elle cite mon nom en disant que oui, je fais partie de ceux qui... Donc, elle a cité mon nom, elle a cité le nom de J. Remingono. Elle a cité le nom de... Où c'est qui là, en disant que oui, Samuel Eto'o nous avait recruté, ou c'est pour faire quoi, soit pour mener sa campagne, pour battre sa campagne, ou pour je ne sais trop quoi. Juste parce que nous avions estimé à cette époque-là que le gouvernement camerounais n'avait pas raison de recruter un entraîneur, que Samuel Eto'o avait le droit de résister à cette forfaiture du gouvernement camerounais là, parce qu'il avait les textes avec lui. Ah oui, parce qu'il avait la loi les lois avec lui. Juste parce que nous avons estimé que Eto'o avait raison dans le processus de recrutement d'un entraîneur. Oh, certains membres de la résistance en diaspora nous ont taxé de tous les noms d'oiseaux. On a cité mon nom en disant que oui, je fais partie de ceux que Samuel Eto'o a payé pour battre sa campagne sur les réseaux sociaux, machin, ceci, cela. Moi, je n'ai même pas le numéro de Samuel Eto'o. Je n'ai même pas son numéro et Samuel Eto'o ne m'a jamais appelé pour quoi que ce soit. Et quand j'écoute des trucs comme ça, vous voulez que je prenne encore certains membres de cette résistance-là au sérieux? Vous voulez que je les prenne encore au sérieux? Regardez l'affaire de Hervé Bobda. J'ai vu certains membres de cette résistance-là se joindre à cette campagne, une campagne idiote, une campagne tellement ridicule qui puait le mensonge et la manipulation à distance. Plusieurs membres de cette résistance sont entrés pieds et poings liés dans cette cabale-là, dans cette campagne-là. Aujourd'hui, Hervé Bobda est sorti de prison depuis le mois d'août. C'est-à-dire que cela fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait bientôt 5 mois qu'il est dehors. Allez, l'affaire a été classée sans suite. On ne sait pas ce qu'elle devient en justice. Et personne au sein de cette résistance-là ne se pose la question de savoir que mais cette histoire de Bobda, finalement, comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? L'affaire de Samy Lenoir, le jeune web comédien là, que Mongwe Karim, de Karimo Empire, son nombre plane derrière l'assassinat de ce garçon, parce que ce garçon, il a été tué et il n'est pas mort d'accident. Il a été éliminé physiquement et ses organes ont été prélevés. J'ai vu certains membres de la résistance soutenir cette femme-là. Ils ont soutenu la femme-là. Et depuis ce jour-là, moi je regarde seulement cette résistance en diaspora comme ça, et à distance même. Parce que moi j'avais été clair, il y a 1 an, presque jour pour jour, il y a 1 an, j'avais fait un post sur mon compte Facebook pour dire que vraiment vos histoires des résistances, lutte pour le changement en diaspora, là, tel que vous concevez cette lutte-là, vraiment moi je me mets en retrait. Parce que j'avais déjà observé, j'avais déjà remarqué les agissements de certains membres de cette résistance qui vraiment commençaient à m'inquiéter. J'ai donc décidé, j'ai donc dit que pardon, faites vos choses, mais ne mêlez plus mon nom à vos histoires, à vos luttes, à vos bagarres. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Alors, puisqu'aujourd'hui on parle de la nécessité des états généraux de la résistance, j'aimerais que, à l'issue de ces états généraux-là, que la principale résolution, ou alors, si vous voulez, que les résolutions qui seront prises
tourne autour de la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Parce que c'est de cela que le Cameroun a besoin en ce moment. Un gouvernement de transition. Et pour en arriver à un gouvernement de transition, il faut bien évidemment une insurrection populaire. Oui, moi je vous l'ai toujours dit ici, et je le redis encore aujourd'hui. Le régime de Biya, je ne parle pas de Paul Biya, parce que Paul Biya peut ne plus être là aujourd'hui. Son système qu'il a mis en place et qui a appauvri complètement le Camerounais, qui a réduit le Cameroun à néant, comme il est là présentement, va lui résister pour 50 ans encore. Alors, pour déraciner ce régime-là, pour faire tomber ce régime-là, il n'y a pas de solution. Une insurrection populaire. Alors, j'ai échangé avec un membre de la base, dont je préfère taire le nom, qui m'a posé la question de savoir que oui, c'est une très bonne idée, oui, l'insurrection populaire, mais il faut un élément déclencheur de l'insurrection populaire. Ça ne peut être que les élections, etc. Bon. Les résultats du vote, je lui ai dit que, mais écoute, les élections au Cameroun sont un véritable serpent de mer, surtout au niveau de la proclamation des résultats. Ça veut dire qu'après le vote, de 8h à 18h, il y a le décompte qui est fait dans le bureau de vote. Les résultats sont délivrés dans chaque bureau de vote. Bon, maintenant, sur quelle base est-ce que les Camerounais seront convaincus de ce que ce n'est pas Biya qui a gagné, mais c'est plutôt tel opposant. Et surtout que les partisans de Kamto au sein de cette résistance-là, n'oubliez pas que le plan machiavélique que le club Essingan, les Essingan qui sont au pouvoir là, ils sont en train de préparer un plan machiavélique. Et ce plan machiavélique consiste à écarter deux candidatures, celle de Kamto et celle de Cabral Libi. Il ne faut pas l'oublier. Donc quand vous êtes là, vous ne jurez que par le nom de Maurice Kamto. Êtes-vous sûr que sa candidature sera validée? En êtes-vous sûr? Point d'interrogation. Êtes-vous sûr que Élections Cameroun va valider sa candidature? Donc le combattant me dit oui, vraiment, c'est à partir des résultats qui seront collectés dans chaque bureau de vote que nous allons peut-être pousser les Camerounais à contester, à protester dans la rue, et là, ça pourra créer une insurrection et tout. Je lui ai dit que non. Ça ne marche. Et il y a 1001 éléments déclencheurs d'une insurrection populaire au Cameroun. Par exemple, la fameuse vidéo de la séance de torture qu'a subi Logué. Tout cela était de nature. C'est-à-dire qu'il y a tellement, sans compter ce que le maître Tamfou a subi récemment, Richard Tamfou. Le jeune avocat, l'avocat qui a rejoint le parti de Cabral Libi là tout récemment. C'est-à-dire que des images pareilles sont de nature à pousser les Camerounais dans la rue. Donc il n'y a pas que les élections au Cameroun, c'est un piège à ce que vous imaginez là. Les élections sont un piège. Donc si vous y allez, ça sera comme en 2018. C'est-à-dire que Clément Atana va venir, il va proclamer les résultats. Paul Biya sera déclaré vainqueur, ça c'est inévitable. Et les gens vont encore descendre dans la rue pour dire oui, la victoire volée à tel opposant. Les Camerounais iront dans la rue, on va les arrêter, on va les jeter en prison. Et puis, non, vraiment. On ne peut pas refaire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Non, il faut changer de stratégie. Les élections, là, on a essayé les élections pour changer les choses au Cameroun depuis 92. On se rend compte que tout a été verrouillé. Elections Cameroun n'a plus le droit de proclamer les tendances du vote. Quand vous finissez de voter, vous attendez 2 semaines pour reconnaître les résultats du vote. Dans quel pays est-ce que ça s'est vu? Et avec ça, là, vous espérez que... Et sur quelle base les Camerounais vont contester les résultats du vote dans la rue? Sur quelle base? Les résultats qui proviendront qui seront publiés sur les réseaux sociaux et tout, provenant de chaque bureau de vote. Encore que, il faut être sûr d'avoir, je sais pas moi, des scrutateurs ou des observateurs dans les 25 000 bureaux de vote,
partout à travers le Cameroun. C'est-à-dire que jusque dans les coins perdus, à l'est, à l'extrême nord et tout. Pour être bref, aucun changement ne peut venir. C'est-à-dire qu'aucune insurrection, parce que je sais que beaucoup parmi les membres de cette résistance-là se disent que non, ce n'est que... C'est-à-dire que l'insurrection ne peut se déclencher qu'après les résultats de la présidentielle. Or, Élection Cameroun n'a plus le droit de proclamer les tendances. Les populations vont être poussées à résister. Sur quelle base? Qu'est-ce qui va pousser les Camerounais à descendre dans la rue? Qu'est-ce qui va les pousser à descendre dans la rue? Donc moi je pense que il faut que les états généraux de la résistance, dont on parle de plus en plus ces derniers temps, intègrent la nécessité de préparer le peuple camerounais à résister au pouvoir des Biya dans la rue. C'est-à-dire que préparer psychologiquement les Camerounais. C'est-à-dire que leur faire intégrer l'idée selon laquelle faire tomber le régime des Biya dans la rue est possible. Parce que les Burkinabés l'ont fait, les Tunisiens l'ont fait. Je sais pas moi, les Soudanais l'ont fait, les Algériens l'ont fait, les Égyptiens l'ont fait. C'est-à-dire que l'éducation politique que l'on doit fournir à nos compatriotes, aux Camerounais qui nous écoutent, aux Camerounais qui nous suivent, c'est celle-là. Leur apprendre à prendre leurs responsabilités en main. Leur enseigner que le peuple, c'est-à-dire que le souverain, c'est eux. Les Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya le souverain, c'est le peuple camerounais qui est souverain. Leur enseigner que si ils sont, quand ils... Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale depuis notre centre de production. On peut donc retenir que les gouverneurs et les préfets ont donc décidé de détruire toute la candidature de Paul Biya. Ils ont donc dit non